Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo numéro 2 de l'histoire des Bulls. J'ai été très agréablement surpris par les retours sur la première vidéo avec tous les commentaires, les likes, les retweets, etc., les encouragements. Merci, continuez comme ça, on va poursuivre l'aventure ensemble sur découvrir l'histoire de cette franchise. Donc volume 2 aujourd'hui. On s'est quitté après la première saison, plutôt réussie pour les Bulls puisqu'ils sont allés en playoff pour la première saison de leur histoire. Mais à l'été 67, ça va quand même être un petit peu difficile parce que voilà, comme je l'ai dit à la fin de la première vidéo, les Bulls vont perdre deux titulaires importants. Le premier c'est Don Kojis qui, de manière assez hallucinante, puisqu'il y a la création des Rockets et des Sonics et donc il y a une expansion draft qui est mise en place et les Bulls, comme toutes les autres équipes de la ligue, doivent faire une liste de joueurs qu'ils protègent et une autre liste de joueurs qu'ils peuvent laisser libres pour que ces deux équipes-là puissent se servir pour créer leur effectif. Sauf que Don Kojis, qui était titulaire la saison précédente, donc à la base est dans la liste des joueurs que les Bulls veulent conserver, mais dans l'avion pour aller à New York le soir de cette draft, il y a un des dirigeants qui picole un peu et qui sûrement avait des affinités plus avec un autre joueur et décide d'enlever Kojis pour mettre son petit chouchou à lui, Jim Washington. Et donc quand les San Diego Rockets voient Don Kojis libre, ils font oh putain, ils sautent sur l'occasion, ils le prennent. Tu vois, déjà à l'époque c'était quand même assez fabuleux. Et puis donc la perte aussi de Guy Rogers, qui était leur meilleur joueur de la première saison, All-Star, etc., meilleur scoreur, meilleur passeur de la ligue. Parce que il réclamait un salaire plus conséquent que les Bulls n'ont pas voulu lui donner. Donc comme du coup euh, les Bulls sont refusés, lui les premiers matchs il se traîne, tu vois, il shoot à 30%, il marque 10 points par match, il défend pas, il est là, bon. Donc les Bulls font ok, si tu veux pas jouer, dégage quoi. Donc ils le tradent. Et, euh, et donc vu cette intersaison compliquée et l'absence de deux titulaires, c'est assez mal en point quoi, pour débuter la saison. Les Bulls débutent par 9 défaites. Et leur première victoire, c'est donc au 10e match. Ils battent Seattle, qui est l'équipe qui vient de se créer. Donc ils sont pas trop. Ils sont pas vraiment de repères. Donc du coup, ils viennent gratter une victoire contre Seattle. Mais même, enfin voilà, ça permet pas vraiment de décoller. Ils sont à 1,15 pour débuter le mois de décembre. Et puis derrière ça, ça va pas franchement aller beaucoup mieux quoi. Parce que déjà offensivement, à part Bob Boozer, qui sera All-Star cette année-là, sa seule sélection All-Star Game, t'as pas grand monde derrière, quoi. Il y a Flynn Robinson qui est arrivé pendant l'intersaison et qui voilà, fait quelques matchs intéressants au scoring et montre un certain potentiel, mais c'est encore un jeune joueur. Derrière ça, bon t'as pas grand chose quoi, parce que vu que Guy Rogers est parti, à la main c'est beaucoup plus compliqué. Offensivement, les Bulls vont être la pire équipe de la ligue. Ils vont être aussi la pire équipe de la ligue au rebond et aux passes décisives. Ils vont s'en sortir, plus ou moins, c'est relatif quand même, grâce à leur défense, qui va être la troisième défense de la ligue, mais c'est surtout par rapport à leurs arrières avec Jerry Sloan en chef de file, parce qu'à l'intérieur, c'est vrai que c'est compliqué, le manque de taille et de poids à l'intérieur face au pivot adverse à l'époque en NBA. Voilà, c'est une ligue à l'époque où tu files la balle au pivot, quoi, et c'est les joueurs les plus importants dans chaque équipe, mais les Bulls n'en ont pas vraiment. Donc du coup, pour défendre surtout les grandes stars adverses à l'intérieur, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a un soir en décembre où Will Chamberlain vient et met 60 points à 30 sur 40 au shoot, quoi. D'ailleurs, c'est le record. Personne n'a mis autant de points face aux Bulls dans l'histoire de la franchise. C'est le record, 60 points par un adversaire. Donc ça reste compliqué pour tenir tête chaque soir aux équipes adverses, mais malgré tout, et les Bulls, mais de manière absolument miraculeuse, accèdent aux playoffs avec un bilan dégueulasse de 29 victoires, 53 défaites. Franchement, j'ai pas vérifié, il faudra regarder, mais je pense que c'est l'équipe avec le pire bilan à se qualifier en playoff. 29 victoires, c'est exécrable. Comment tu peux aller en playoff avec ça? La raison est toute simple, c'est qu'à l'époque, donc, il n'y a que 12 équipes en NBA, 6 à l'Est, 6 à l'Ouest, et donc 4 qualifiés de chaque côté, et les Bulls finissent quatrième à l'Ouest, loin devant les trois premiers. Les trois premiers, ils ont des bilans positifs, etc. Mais les Bulls finissent quatrième parce que les deux équipes qui vont pas en playoff sont les deux équipes qui viennent d'être créées, Seattle et San Diego, qui pour leur première saison NBA galèrent et ont très peu de victoires. Donc du coup, les Bulls sont un peu en playoff par hasard, quoi.
et ils se retrouvent au premier tour face aux Los Angeles Lakers de Jerry West et Elgin Baylor. Et bah, il n'y aura pas de miracle, hein, il y aura pas de miracle, les Lakers vont tranquillement se qualifier au tour suivant, mais il faut quand même noter la première victoire de l'histoire des Bulls en playoff, le match 4 où Flynn Robinson met 41 points et cartonne les défenses adverses. Donc pour gagner un match dans la série, mais voilà, ça ira pas plus loin, une victoire, 4 défaites. Mais voilà, donc première victoire de l'histoire des Bulls en playoff, c'est contre les Lakers. Mais bon, une saison quand même qui aura été donc évidemment très compliquée. Même s'il y a eu les playoffs au bout, bah, c'était quand même affreux, tu vois. Le style de jeu est dégueulasse, l'attaque tourne pas. Et donc il y a beaucoup de tensions au niveau du front office avec, entre Dick Line et Johnny Redcar, l'entraîneur. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Jerry Colangelo, qui était passé d'assistant coach à manager, lui, il s'en va. Il part à Phoenix, qui vient de créer une franchise, les Phoenix Suns, et il emmène Johnny Redcar avec lui. Donc Dick Line, il est là, putain, j'ai presque plus de spectateurs. Il y avait moins de 4000 spectateurs par match cette saison-là à Chicago. J'ai plus d'entraîneur, j'ai plus de general manager, donc va falloir faire quelque chose vite parce que sous peine de, parce que t'as toujours cette épée de Damoclès pour rien. On n'a pas envie d'être la troisième franchise à Chicago à disparaître et ça n'a pas marché. Donc il va quand même réussir un super coup à l'été 68, c'est faire venir le general manager Pat Williams en provenance de Philadelphie. Et on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que Pat Williams, il va avoir un sacré impact. Et c'est quand même un type qui, plus tard sera reconnu comme un Hall of Famer. Il est rentré au Hall of Fame du basket pour sa contribution, parce que plein de fois il est arrivé dans des équipes, il les a relancés, il les a fait rebondir, etc. Et on va voir que c'est ce qu'il a réussi à faire avec les Bulls. Donc super acquisition pour le coup. Et puis ben, au niveau du coach, ils arrivent à faire venir Dick Motta. Dick Motta, c'est pas tout à fait le même style que Johnny Redcar, c'est un petit peu plus rentre-dedans, un peu plus, tu vois. C'est un genre de Tom Thibodeau, tu vois. C'est vraiment, tu vois, grand niaque. Donc c'est complémentaire avec Jerry Sloan, parce que lui aussi, il aime bien un peu quand c'est tendu, quand ça se frite. Bref. Donc acquisition de Dick Motta au coaching. Et puis, euh, malgré, malgré tout, bon, le début de saison est pas mal avec Flynn Robinson qui, sur sa lancée de la fin de saison dernière, qui met quelques bons scores pour débuter la saison, mais lui aussi il va réclamer un peu trop de thunes aux dirigeants, et les dirigeants voulaient dire non, donc il le trade à Milwaukee en échange de Bob Weiss et Bob Love. Et c'est plutôt une bonne chose parce que les Bulls avaient besoin d'intérieur, comme on l'a dit la saison d'avant, ils se sont fait dézinguer à l'intérieur. Bob Weiss, c'est un pivot honnête défensivement, il sera remplaçant, mais voilà, quand il rentre, il a de l'impact défensivement. Et, euh, et Bob Love, un intérieur, un poste 4 bon, qui est encore jeune, qui n'a pas encore eu trop le temps de faire ses preuves à Milwaukee. Et en plus, bon, bah, le pauvre, à peine arrivé à Chicago, quelques semaines après, il est victime d'un gros accident de voiture, il aura des grosses blessures, il aura beaucoup de mal à s'en remettre. Donc sur cette première saison pour lui à Chicago, ça va être très compliqué. Tu vois, il va jouer quelques matchs par-ci, faire une rechute, revenir faire quelques matchs, mais ça va être vraiment compliqué pour lui pour enchaîner. Donc c'est vrai que pour lui c'est compliqué et pour les Bulls dans l'ensemble quoi. C'est vrai que c'est vraiment une saison catastrophique et malgré tout il y a 4 victoires de plus que la saison d'avant. On finit avec un bilan de 33 victoires, mais cette fois-ci de manière logique quand même. Les Bulls ne se qualifient pas en playoff, c'est pas suffisant 33 victoires pour aller en playoff à l'ouest. Donc du coup, pour la première fois de leur histoire, les Bulls loupent les playoffs. Euh, Il y a toujours aussi peu de personnes dans la salle. D'ailleurs, il y a eu un match contre Seattle où les Bulls annoncent 891 spectateurs payants, ce qui est mais, ridicule. Et d'ailleurs, ça va foutre la ligue en colère. La NBA va appeler les Bulls et dire oh, c'est interdiction d'annoncer moins de 1000 spectateurs. Je m'en fous s'il y en a moins. Sur les feuilles de match que vous remplissez à la fin, nombre de spectateurs, c'est 1000 minimum. Je veux pas voir moins que 1000. Bon, bah, les Bulls font ok, mais même s'il n'y a pas 1000 personnes dans la salle, bon, bah, on met 1000 parce que la NBA nous dit de mettre 1000 quoi. Et du coup, bah, donc officiellement, le record du plus petit nombre de spectateurs pour un match des Bulls, c'est 891 contre Seattle. Mais officieusement, il y a probablement eu des matchs où il y en a eu moins que ça, mais les Bulls ont quand même annoncé 1000 sur la feuille de match parce que la NBA leur a dit d'annoncer 1000. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Donc voilà, saison quand même très pénible, et là encore, il y a le spectre
de la franchise qui risque de disparaître. D'ailleurs, Dick Klein jette l'éponge, il s'en va, il revend la franchise à quelqu'un d'autre et il s'en va. Donc du coup, la, la- l'intersaison 69 est encore une fois très agitée. Mais là, c'est là que Pat Williams va commencer à mettre sa patte sur l'équipe. Après une première saison un peu compliquée, dans un contexte pas évident, mais là, il va commencer un peu à mettre des choses en place. Et notamment, et là, c'est une super acquisition qui va être marquante dans l'histoire des Bulls. Il va réussir à mettre un trade en place avec Philadelphie, qui est donc son ancienne équipe. Donc il a gardé quelques affinités, ça a permis de faciliter le truc. Il récupère Chet Walker. Et Chet Walker, à l'époque, c'est un joueur référencé dans la ligue. Le mec, il est triple All-Star, il était champion NBA en 67, gros scoreur, des qualités athlétiques, un poste 3 voilà, qui est capable de shooter à mi-distance, de loin, qui est vraiment un gros scoreur avec une belle palette offensive, qui peut attaquer le cercle parce que voilà, il est quand même rapide, un bon dribbleur, un attaquant complet, quoi, un vrai bon scoreur, et puis un mec, un closer. Euh, c'est vraiment le mec à qui tu files la balle dans les fins de match serrés et qui te fait la différence, quoi. Il avait cette réputation-là et c'est un mec qui a jamais vraiment déçu à ce niveau-là. Donc les Bulls récupèrent un joueur vraiment de très haut calibre à ce niveau-là. Et ils vont l'associer en plus avec Bob Love, qui lui, du coup, est remis de tous ses soucis avec son accident de voiture et qui va se mettre à cartonner de manière surprenante, quoi. Personne n'attendait Bob Love à ce niveau-là, mais dès le début de saison, il va enchaîner les cartons, 27 points par-ci, 32 points par-là, 30 là, 29. Enfin, il va cartonner un petit peu toutes les défenses, au point que les Bulls vont finir par trader Bob Boozer pour lui faire la place et lui filer le poste de titulaire poste 4. Et donc du coup, avec ce duo Chet Walker, Bob Love sur les postes 3 et 4 qui vont scorer face à toutes les défenses de la ligue, les Bulls vont commencer à retrouver un peu des couleurs, tu vois, à gratter quelques victoires par-ci. Ils arrivent à battre San Francisco, les Lakers. Euh, Ça joue pas les premiers rôles, mais ça devient une équipe qui est un peu plus solide, quoi, ça commence à se mettre en forme. Et même s'il n'y a pas encore, voilà, défensivement c'est toujours un petit peu compliqué, même si il y a quand même l'arrivée et surtout comment dire, la montée en puissance du pivot Tom Boerwinkle, donc qui a été drafté l'année d'avant, mais qui sur cette deuxième saison pour lui est en train de vraiment prendre ses marques et s'affirmer comme un pivot intéressant en NBA, notamment parce que c'est un des premiers pivots avec une très belle qualité de passe. C'était le genre de pivot, alors maintenant t'en vois beaucoup des comme ça qui sont tête de raquette, hop tu leur files la balle et t'as des mecs qui cut, notamment Bob Love et Chet Walker qui cut derrière, hop ils leur filent la balle, une bonne passe et hop le lay-up. Euh, c'est vrai que c'était assez rare à l'époque, mais c'était vraiment un pivot qui était capable de faire de très bonnes passes et c'était un excellent rebondeur. Il y a un match le 8 janvier 70 qui va rester dans l'histoire des Bulls pour plusieurs raisons. Chicago reçoit Phoenix à ce moment-là. Et il y a une grosse panne de courant, enfin une grosse panne au niveau ouais, de courant dans la salle. Et du coup, il y a plus de chauffage. Il n'y a plus de chauffage. Donc on est un 8 janvier à Chicago, hein. Ça fait 10 jours de suite que les températures sont en dessous de zéro à Chicago. Tout le monde se gèle. Donc les spectateurs qui sont là, ils sont frigorifiés. Le match est incertain et ils disent peut-être que le match ne va pas se tenir au final. Et puis finalement, les Bulls vont distribuer des couvertures chauffantes, des gros blousons à tout le monde, et puis essayer de faire un peu comme ils peuvent. Mais en tout cas, le match a lieu. Et Chicago gagne ce match en prolongation contre Phoenix avec Tom Boerwinkle qui prend 37 rebonds, ce qui est le record au niveau des Chicago Bulls, mais aussi un record que personne n'a battu depuis. Alors il y a eu des autres scores au-dessus de 37 rebonds avant, avec Will Chamberlain notamment qui a fait un match à 55 rebonds, mais c'était avant. Mais depuis ce 8 janvier 70, personne, il y a juste une fois, c'est Moses Malone qui en a pris 37 aussi, il a égalé ce record, mais personne n'a fait mieux que 37 rebonds. Donc voilà, soirée historique pour les Bulls. En plus, Tom Boerwinkle, il met 22 points sur ce match-là aussi. Il y a 5 joueurs qui dépassent les 20 points pour les Bulls, une belle victoire et ça les relance un petit peu. Mais quand même, c'est encore, voilà, faut lutter pour ce qu'il y fait en playoff. Il faut encore gratter quelques matchs parce qu'on est à la mi-mars et puis c'est un petit peu difficile. Jerry Sloan a raté 23 matchs pour une blessure au genou et en son absence, défensivement c'était plus compliqué donc les Bulls ont eu du mal à enchaîner. Et quand il revient, donc les Bulls sont encore en lutte pour se qualifier en playoff et il y a une série de 5 matchs en 5 soirs. Hein, load management à l'époque. Hein. Euh, C'était pas rare à l'époque de voir les équipes jouer 3 fois en 3 soirs.
Mais là, c'est une série de 5 matchs en 5 soirs pour les Bulls. Ils gagnent les 3 premiers et ils se déplacent à Cincinnati. Et en gagnant ce match, suivant les résultats à droite à gauche, ça peut leur permettre de se qualifier en playoff. Sauf que le match d'avant celui-ci, contre Cincinnati, Jerry Sloan se pète 2 côtes et se fend le sternum sur une chute. Ouais, un gros contact avec un arrière adverse et une grosse chute dans les gradins. Il se pète 2 côtes et il se fend le sternum, mais il supplie son entraîneur, il faut que je joue ce match, on peut se qualifier ce soir, dès ce soir, laisse-moi jouer, laisse-moi jouer. Dick Mota lui fait, mais c'est hors de question, tu peux à peine lever le bras, comment tu veux jouer? Et finalement, il insiste, il insiste, il insiste, et Jerry Sloan est titulaire sur ce match-là. Dick Mota dira plus tard que c'est lui et Chet Walker qui lui ont enfilé son maillot, qui lui ont mis sa veste d'échauffement, etc. Parce qu'il était incapable de le faire tout seul, il était comme ça, il pouvait pas, presque pas bouger. Et donc, Jerry Sloan joue ce match. Il se jette sur tout le monde en défense, et il finit dans les gradins, il met des coups d'épaule, des coups de coude, tu vois, il fait ce qu'il peut pour aider l'équipe. Il y a un temps mort au troisième quart-temps où les Bulls ont 3 points de retard, mais lui, il est tellement dans son. Tu vois, il est à la rue complet. Il arrive sur le banc et puis il commence à donner des tapes à tout le monde. Il fait, allez les gars, on a que 33 points de retard, ça se rattrape, on l'a déjà fait. 33 points, mais de quoi tu parles, Jerry? Regarde. Le mec, il regarde le score, il voit qu'il n'y a que 3 points de retard. Il était tellement déphasé que il savait plus où il était, quoi. Et au final, les Bulls gagnent ce match en prolongation et valident leur billet pour les playoffs. Donc du coup, le cinquième match sur les 5 soirs, Jerry Sloan est mis au repos et pour la suite de la saison jusqu'au playoff, il est mis au repos aussi. Le temps de soigner ses côtes, c'est quand même un truc assez invraisemblable. Mais bon, Chicago donc termine la saison sur un bilan de 39-43. Donc 39 victoires, c'est plus que correct. C'est leur meilleur bilan jusqu'ici en 4 saisons. 39 victoires, c'est quand même pas mal. Et c'est le même bilan que les Phoenix Suns, qui finissent donc eux aussi en playoff. Mais pour savoir qui sera troisième, qui sera quatrième, ils prennent des confrontations directes. Et en 6 affrontements, les Bulls en ont gagné 4. Donc du coup, ils sont troisième et Phoenix quatrième. Donc du coup, ça permet aux Bulls d'affronter Atlanta au premier tour des playoffs. Oui, Atlanta est à l'ouest. Oui, ne me demandez pas pourquoi. C'était les Saint-Louis Hawks qui étaient à l'ouest. Ils sont devenus les Atlanta Hawks 2 saisons plus tôt et ils sont encore à l'ouest. Mais d'ailleurs, c'est leur dernière saison à l'ouest. Après cette saison-là, ils vont partir à l'est. Mais bon, bref, pour l'instant, ils sont à l'ouest et ils affrontent les Bulls au premier tour des playoffs. Et Atlanta est beaucoup trop fort. Ce sera une nouvelle sortie au premier tour et les Bulls vont gratter une victoire, le match 3 ou 4 à Chicago, avec 39 points de Chet Walker. Mais à part ça, voilà, ça va mettre. La saison va prendre fin sur cette première série de playoffs contre Atlanta. Mais malgré tout, eh bien, il y a quand même de l'optimisme. Maintenant, après 2 saisons catastrophiques avec peu de monde dans la salle et un jeu pas franchement flamboyant, là, cette fois, avec le duo Bob Love, Chet Walker qui cartonne, les deux vont tourner à plus de 20 points chacun sur la saison. Chet Walker sera All-Star. T'as quand même une base déjà, le pivot Winkle qui prend de plus en plus de ses marques. Lui, il va tourner en double-double sur la saison. Jerry Sloan va être élu dans le deuxième meilleur 5 défensif. Euh, il y a quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui prend forme. Et puis avec Dick Motta en coach aussi qui arrive à faire passer ses messages, même si c'est un mec à poigne, tu sens quand même qu'il y a quelque chose. Et puis le public commence à venir un petit peu, parce que voilà, faut quand même en parler. Le GM Pat Williams déborde d'idées pour essayer de faire venir les gens au stade, mais c'est pas toujours des bonnes idées. Il a quand même mis en place une animation à la mi-temps où il y avait un ours qui se pointait sur le parquet à la mi-temps pour affronter un type. C'était un combat homme contre ours, donc ça n'a pas duré longtemps ça. Il y a même un match, je crois que c'est les San Francisco Warriors, ils reviennent des vestiaires, ils voient l'ours sur le parquet, ils font nous on joue plus. Il est hors de question qu'on revienne tant que sur le parquet, tant que l'ours il est là. Donc ils retournent au vestiaire, les mecs ils arrivent à dégager l'ours et les San Francisco reviennent pour jouer la deuxième mi-temps, mais sinon il est hors de question qu'ils jouent. Donc ça n'a pas duré longtemps cette histoire, mais tu vois, c'était il y a 50 ans. Maintenant, tu fais ça, c'est impossible. T'as les associations de défense des animaux qui te collent au cul. Mais à l'époque, voilà, 50 ans en arrière, voilà, tu pouvais te permettre d'avoir un ours sur le milieu du parquet pour affronter un type. Les mœurs de l'époque, voilà, c'est pas pareil. Mais bref, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Il s'est quand même excusé après, plus tard, pour cette idée-là, mais bon.
Il a quand même eu d'autres idées qui ont un peu plus fonctionné, hein, la création de Benny the Bull. Et c'est lui, c'est Pat Williams qui a créé la première mascotte de l'histoire de l'NBA, c'est Benny the Bull. Alors à l'époque, c'était pas le même, hein, le costume était franchement flippant. Tu regardes les photos de l'époque de Benny the Bull, tu fais. Ah, quand même, quoi, le truc, ça ressemble plus à un démon qu'à un taureau, mais enfin bref. Toujours est-il que voilà, il a implanté la première mascotte en NBA et aussi les premières cheerleaders. Donc les Chicago Bulls sont la première équipe à avoir une mascotte et des pom-pom girls pendant les temps morts, les mi-temps, etc. Donc ça permet de faire venir un petit peu de monde. Et puis voilà, comme ça commence à avoir quelques résultats, ça permet aussi, voilà, on est passé de moins de 4000 spectateurs la saison d'avant à un petit peu plus de 10 000 sur celle-ci. Donc il y a quand même une progression intéressante. Et comme je l'ai dit, la dynamique avec l'équipe commence à se mettre en place. Et on va voir dans la prochaine vidéo, parce qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà beaucoup, que voilà, les années suivantes vont permettre aux Bulls de vraiment s'installer en NBA et ne plus avoir ce spectre d'équipe qui échoue et qui disparaît, quoi. Parce que là, ils vont vraiment devenir une équipe qui va compter. On aura le temps d'en parler dans une prochaine vidéo, parce que celle-ci est déjà suffisamment longue comme ça. Et puis voilà, comme ça permet de nous occuper pour les prochaines semaines, sachant que bah voilà, on est tous coincés chez nous, donc il faut bien s'occuper. Donc voilà, prochaine vidéo prochainement. En attendant, hein, dites-moi ce que vous avez pensé de celle-ci. Euh, et puis bah voilà, donnez vos avis. Si vous avez des questions aussi, pareil, hein, dans les commentaires sous la vidéo, hein, n'hésitez pas. Et puis j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai. Bref, voilà, en espérant que ça vous a plu. Et puis bah, on continue sur une troisième vidéo très bientôt. Et en attendant, bah, Go Bulls. Ouais, il n'y a pas de match, mais bon, quand même, Go Bulls. Et puis bah, prenez soin de vous, c'est surtout le plus important. Prenez soin de vous, sortez pas trop. Et puis voilà, on se revoit très bientôt. Allez, ciao.